j'étais au début de travaux hier et j'ai remarqué qu'il y a de nouveaux visages aujourd'hui dans le cadre de ce travaux. Mais au regard de tout ce qui a été dit hier, il me convenait d'abord de retourner aux fondamentaux de ce que nous sommes venus ou nous voulons faire exactement dans le cadre de ce symposium. Je pense avant tout, il nous faudra comprendre exactement le concept qu'on a dû employer parce que souvent, on emploie de termes assez savants pour expliquer des choses simples jusqu'à perdre même l'essence de ce que nous cherchons exactement à faire. Nous avons suffisamment entendu le mot développement hier. Nous avons entendu suffisamment le mot langue qui revenait dans le cadre de ce symposium ici, qui va dans la logique. Ils ont vu des formules qui ont pu tenir et d'autres formules qui n'ont pas pu répondre par rapport à la simplification de la vie. Sur base de ces réalités, ils ont dû sélectionner des conclusions sur base de leurs expériences qu'ils ont jugées meilleures. C'est ce qu'on appelle les corpus des connaissances, des sciences en réalité. Parce que le mot science, qui vient de scienda, signifie simplement savoir. Donc, ce sont des corpus de connaissances que les anciens ont dû mettre en package, je pourrais dire, justement pour transmettre aux jeunes générations, pour leur faciliter la vie par rapport à leur réalité endogène. C'est ainsi que naquit les sciences, et pour transmettre ces pensées de génération en génération, pour qu'ils ne tombent pas dans des erreurs que les anciens ont croisées, il fallait avant tout passer par les enseigner cela. Enseigner, donc pas seulement enseigner, mais éduquer dans sa globalité. Parce que le mot enseignement et éducation sont des mots souvent qui se confondent, mais qui ne s'égalent pas. Parce que l'enseignement est une partie de l'éducation. L'éducation est cette formation dans toute sa globalité, c'est-à-dire on forme l'humain dans la maîtrise du savoir-être, c'est-à-dire savoir vivre avec les autres, ce qui nous fait défaut de nos jours. On forme l'humain dans la connaissance de soi en tant qu'humain, parce que c'est encore ce qui nous manque de nos jours. On ne se connaît pas assez, du coup, on ne sait pas vivre avec les autres qui semblent être nos voisins directs, parce qu'on a une mauvaise appréhension d'abord de nous-mêmes. Et la démarche menée ici est justement cette réappropriation de cette identité au travers la logique de langue. Ainsi, l'éducation vise la transmission du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est justement ce qui permet à l'humain d'être utile dans sa société, un service qu'il est censé rendre à sa société. Parce qu'en réalité, nos systèmes arrivent à se maintenir grâce à des échanges de services qui caractérisent ce qu'on appelle l'économie. Donc, nous avons dû réussir à mettre en place tout ça et l'éducation est censée donner tout cet ensemble de corpus. Au-delà de tout ça, l'éducation est censée donner des cultures générales parce qu'au final, pour imaginer le monde différent, il faut avoir des bagages intellectuels, des idées au-delà. C'est là qu'intervient les connaissances et cultures générales qu'on appelle le savoir dans le contexte de la définition ici. Or, l'enseignement, c'est justement cette forme d'éducation basée sur la transmission, c'est-à-dire enseigne, signe, il y a le mot signe qui est à l'intérieur, c'est justement cette transmission de la logique éducative via les signes, singulièrement dans son aspect de la transmission du savoir-faire. Donc, l'enseignement est une partie de l'éducation, mais l'enseignement n'est pas l'éducation en soi. Et étant donné que tous ces termes sont définis, il convient de remettre en question le programme qu'on appelle le programme de développement local de 145 territoires qui composent la RDC. Au regard de toutes les exposés que j'ai dû entendre hier, ainsi que certaines recherches que j'ai eu à faire sur ce programme, je me suis rendu compte que le programme en soi semble ne pas mettre un bémol sur l'humain. Le programme met un bémol sur des infrastructures, c'est-à-dire ils vont justement dans cette logique remise en question hier, la logique d'imaginer que dès qu'on construit telle infrastructure, par exemple éducative, des écoles, dès qu'on construit des hôpitaux, on va atteindre à rendre les humains mieux ou meilleurs par rapport aux réalités qu'ils avaient avant.
Mais nous sommes butés à un problème. Le problème est d'ordre financier par rapport à cette logique de pensée dans le concept de ce programme dit de développement de 145 territoires. Le budget qui est mis en place n'est pas assez suffisant pour réussir à atteindre justement les objectifs de développement tels j'ai essayé de le définir tantôt. Dans le fait, la logique aussi de la définition des objectifs de ce programme m'a semblé être un peu saugrenue, dans le sens où, comme j'ai dit que les sociétés, on se décide de rôle, on se partage, les gens s'associent. Après, à un moment donné, on s'était rendu compte que dans l'organisation, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui doit s'assurer sur le maintien des principes qu'on s'est définis ensemble. C'est là où est née l'idée des administrations publiques. Donc, on confie aux autres la tâche de penser et de maintenir la stabilité de notre logique de vie, ainsi que de maintenir l'unité dans notre ensemble, ainsi que la quiétude. Donc, on confie à ceux qui pensent mieux, qui ont des projets d'amélioration de la réalité du vivre ensemble. Donc, c'est-à-dire que dans l'ensemble de société, ce n'est pas à tout le monde de réfléchir sur toutes ces réalités, de se projeter, d'imaginer l'avenir et de maintenir le présent dans de meilleures conditions. C'est à des personnes spécialisées, c'est-à-dire ceux qui gèrent la politique, ceux qui gèrent l'administration. C'est à eux, en réalité, que revient cette charge-là de rendre aux autres le service de s'occuper ou de faciliter les réalités de la vie au quotidien. Donc, partant de cela, il se fait que, dans la logique de politique de 145, des développements de 145 territoires tels que je l'ai compris, on a pu débourser de l'argent, les politiques ont pu débourser de l'argent pour demander à la population d'imaginer ce qui est mieux pour eux. Oui, c'est une logique relativement inclusive, mais on demande à des gens qui n'ont pas cette expertise exactement de savoir ce dont ils ont réellement besoin. Et du coup, ces gens ont proposé des suggestions selon leur intelligence, selon leurs compétences, des choses qui, à mes yeux, ne vont pas réellement permettre à ce que nous atteignions ces objectifs de développement au regard de financement qui a été mis à disponibilité. Parce que, avant tout, je sais, dans le monde de projet, on trace d'abord ce dont on a besoin, on définit d'abord ce qu'on veut faire. Ensuite, on calcule combien c'est censé nous coûter. Et enfin, on décide le budget. Mais dans le contexte tel que j'ai compris du programme dit de développement, on a pu renverser le processus. On a dû mettre l'argent dont on ne sait pas comment on l'a capté pour demander aux gens qui n'ont pas compétence d'imaginer ce qui est nécessaire pour eux. Et là, je conclus que le raisonnement était biaisé et les conclusions ne vont pas permettre l'atteinte des objectifs projetés, à savoir combattre la pauvreté et les inégalités spatiales entre le milieu rural et les villes, redynamiser les économies locales, transformer les conditions et les cadres de vie de populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux. Donc je remets en question les logiques qui ont permis à la conclusion de ce programme, parce que je conclus que ces logiques ne vont pas réellement permettre à ce que les populations atteignent justement les objectifs cités ici par rapport à ce programme. Ce n'est pas le premier programme dit de développement qui a été mis en place. Il y a eu une série de programmes financés sérieusement par des différentes institutions, mais les finalités avec le temps ont démontré à suffisance que ça n'a pas pu atteindre ces objectifs qu'on a définis. Les mots sont doux, les mots sont intéressants, mais les finalités sont souvent loin des réalisations ou des objectifs qui ont été fixés. Donc, dans la logique de remise en question de cette politique, je me dis, est-ce que nous nous rendons compte de la taille de nos territoires? Parce que on parle de 145 territoires, mais pour ceux qui ont eu à visiter un peu ce pays, ceux qui ont quand même eu le temps de quitter le centre urbain ici de Kinshasa ou d'autres centres urbains, vous allez vous rendre compte que dans le fait, ce fameux territoire sont à la taille des États. Et 10 millions de dollars est quasiment impossible pour développer, dans la logique telle qu'ils l'ont appliquée, des territoires à la taille des États en Occident, des territoires à la taille des États comme le Rwanda et tout le reste.
10 millions, c'est quasi impossible en pensant construire quelques infrastructures qui vont aussi être relatives par rapport aux difficultés routières qu'on peut rencontrer, par exemple, pour acheminer des histoires dans certains coins du pays. Parce que ici à Kinshasa, déjà, on va remarquer que les routes, au-delà des embouteillages, deviennent de plus en plus délabrées. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur du Congo, en tout cas, c'est un autre monde. Pire que ce que nous voyons ici. Il n'y a même pas de route. Et dans certains coins du territoire, vous allez vous rendre compte, par exemple, la province où se situe la ville de Mbujimayi, ils n'ont pas accessibilité à la mer. Ils n'ont pas possibilité de pouvoir amener certains outils vers eux là-bas. Donc on sous-entend, si un sac de ciment peut coûter ici à Kinshasa aux alentours de plus ou moins une dizaine de dollars, là-bas ce sera fois X parce qu'il faut mettre en place le prix du transport dans le rapport des dépenses. Donc, ce qui sous-entend que les sommes dépensées à Kinshasa ne vont pas être les mêmes pour obtenir le même résultat, par exemple, dans certaines provinces. Donc, un bâtiment construit à Kinshasa avec, même si on part de la logique qu'on va payer le travail et tous les autres services au même prix, un bâtiment construit, par exemple, à 100 000 dollars va équivaloir à fois 5, 6 de la stratégie mise en place pour atteindre l'objectif de développement. On ne peut plus se poser toutes ces questions. On est censé passer au stade où nous devons faire avec. Quand j'ai lu le document, j'ai constaté dans l'ordonnance présidentielle qui définit justement les différents organes censés être impliqués dans le cadre de ce programme, j'ai vu des brèches qui peuvent permettre à ce que nous implémentons l'humain au centre de ce programme. Parce que dans son article 6 ainsi que 12, il est clair dans l'ordonnance présidentielle concernant ce programme, le chef de l'État ou le Premier ministre, selon leurs attributions dans le cadre de toutes ces institutions qui gèrent ce programme, ont cette possibilité de faire intervenir des personnes qui n'étaient pas prévues, ou soit probablement aussi mettre en place des politiques qui n'étaient pas prévues par rapport aux choses qui ont été définies avant. Donc, au regard du combat de ce symposium, qui est celui d'intégrer la logique éducative basée sur nos langues vernaculaires, hier, au regard de ce qu'avait dit l'expert de l'EPST sur la question du bilinguisme scolaire, il a semblé nous signifier que tout a été pris en compte. Quand je dis tout, c'est-à-dire toute la démarche mise en place par le symposium a déjà été prise en compte par le gouvernement au travers des réformes qu'ils ont semblé mettre en place. Je dis semblé parce que ces informations ne sont pas divulguées auprès de la masse. Il n'y a pas de canaux qui permettent à ce que la masse puisse s'imprégner des différentes avancées gouvernementales allant dans le sens de l'intégration parce que c'est possible. On a misé sur les infrastructures, mais ces infrastructures, au regard du budget mis en place, ne va pas nous permettre d'atteindre cet objectif de développement. Mais dès lors qu'on arriverait à mettre en avant l'humain au centre de ce programme, c'est clair et net qu'on pourrait, tant soit peu, améliorer la qualité de ce que ce programme est censé apporter. Parce que dans les faits, nous avons entendu les experts de différentes agences censées réaliser ce projet signifier, par exemple, dans certains coins du pays, ils ont dû mettre en place, ils ont dû réussir à réaliser des écoles et quelques temps après, il y a eu des rebelles qui sont venus envahir ce coin-là ou détruire tous ces bâtiments. Cela démontre à suffisance que le bâtiment en soi ne va pas apporter ce qu'on pense. On a dû négliger, par exemple, des politiques qui devaient favoriser la socialisation parce que nous avons un sérieux problème de vivre ensemble. Nous ne vivons pas comme des humains dignes de ce nom, civilisés. C'est quand je dis civilisés, c'est-à-dire des gens qui savent vivre en société, contrairement aux barbares. Nous semblons, étant donné que nous avons perdu cette connaissance de savoir vivre avec les autres, nous semblons vivre en parfaite barbarie. Les lois ne sont pas respectées, les règles ne sont pas respectées et du coup, ça semble être une anomie qui va générer des chaos sociaux qu'on remarque déjà parce que quand on voit tous ces phénomènes des rébellions, des banditismes urbains, c'est justement conséquence de cette absence de cohérence dans la vision de l'avenir que les politiques sont censées nous présenter.
Il nous présente souvent des choses avec des mots relativement intéressants, mais dans le fait, les méthodes utilisées ou les stratégies mises en place sont loin de pouvoir atteindre ces objectifs. C'est comme quelqu'un qui veut voir pousser un arbre. Il a l'idée de voir pousser un arbre, mais à la place de jeter de l'eau, il se décide, par exemple, de jeter de l'eau savonneuse, mais tout en pensant que l'arbre va pousser. Il aura un effet contraire à ce qu'il pense. L'idée est bonne, mais la stratégie mise en place est loin de permettre à ce que cette idée soit une réussite. Je pense qu'il y a lieu de faire un vrai plaidoyer auprès de ces décideurs, mais malheureusement, je pense que ce que j'avais vu hier, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Et c'est souvent ce que je remarque dans différentes conférences que j'ai eu à participer. Ils viennent, ils font leur show, et puis souvent ils partent. Ils se foutent de conclusions. Et on dirait qu'ils ont déjà des idées faites. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse leur proposer autre chose. Et ils évoluent comme ça, ignorant qu'aujourd'hui ils sont là. Demain, ils deviendront comme la majorité de la population, c'est-à-dire sans pouvoir de décision. Et on se regardera, qu'avez-vous fait quand vous avez eu ce pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, ou aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils ne seront pas là. Ils ne se rendent pas compte des opportunités temporelles dans lesquelles on se retrouve maintenant. Demain, ils se retrouveront comme tout le monde et ils constateront les bêtises qu'ils ont dû mettre en place. Et à force d'enchaîner des bêtises, parce que souvent, ce sont, à mes yeux, excusez-moi pour le terme, ce sont des gaffeurs qui se succèdent souvent. Et du coup, cette association des erreurs génère le chaos qu'on retrouve maintenant. Or, il y a possibilité de profiter du pouvoir qu'ils ont pour réfléchir de façon efficiente pour résoudre réellement le problème dans son essence et atteindre les objectifs qu'ils se fixent, qui donnent l'apparence d'une volonté politique dans ce sens-là. Donc, cette brèche que j'ai mentionnée dans les articles censés réguler la mise en place des institutions censées gérer ce programme, offre justement à la société civile que nous sommes censés représenter la possibilité de venir proposer, de faire un plaidoyer, de venir proposer et conscientiser la mise en place de programmes censés mettre l'homme au centre. Donc la question même de langue ne peut pas être posée dans le contexte du monde actuel parce qu'il est démontré à suffisance que l'humain, l'enfant, apprend mieux dans les langues auxquelles il a accès facilement, où il comprend le concept. Donc, il y a eu plein d'intervenants qui sont allés dans ce sens-là. Des expériences sont déjà faites ailleurs, même ici aussi, parce que nous avons eu à entendre hier, par exemple, les expériences de l'Institut Séné-Étienne, d'une personne en réalité qui a consacré une bonne partie de sa vie, justement, pour ce travail d'intégration de langues vernaculaires, de langues locales, dans l'apprentissage, dans la méthodologie de l'apprentissage. Et ils ne sont pas les seuls. Il y en a une panoplie des institutions à titre privé qui essayent de faire ça, mais malheureusement qui ne sont pas considérées ou qui ne sont pas prises en compte dans la logique de programmes mis en place par les gouvernements. Donc, au regard de tout ça, j'ai établi quelques suggestions dans le cadre de plaidoyer qu'on peut faire. Je pense qu'il est important de suggérer au gouvernement, qui est en réalité le cerveau penseur de ce programme, d'impulser le changement dans notre logique éducative. Parce que ce qui se fait, il ne suffit pas de créer des écoles, mais il suffit de réfléchir sur l'humain qu'on veut avoir. Le système actuel mis en application avec les langues exogènes, pas seulement, mais les langues font partie des stratégies d'apprentissage mises en place, ça a démontré à suffisance que c'est loin de créer des humains dont la société a besoin. Ça a dû générer de personnes bizarroïdes que nous avons de nos jours. Donc on sous-entend, il nous faut redéfinir exactement les objectifs de l'éducation parce que on veut changer une société, c'est sur l'éducation qu'on se base. Ce n'est pas sur les infrastructures. Vous pouvez construire des infrastructures auprès des inconscients. Quelques temps après, ce sera comme si vous jetez des perles au pourceau. Ils vont le saccader, comme les exemples qu'on a vus hier. Moi, je voyais qu'on nous a vendu la pauvreté en nous présentant toutes ces différentes réalités qu'on sait et qu'on le vit même aussi dans les centres urbains que nous avons ici. Parce que les routes que j'ai vues là-bas, c'est quasiment la même route que nous avons dans le centre de Kinshasa ici.
souvent pour, par exemple, quitter la cité ou aller vers le grand marché, eh ben, vous serez obligé de vivre des réalités extraordinaires, comparables à ce que j'ai vu là-bas. Les centres hospitaliers que j'ai vus, c'est quasiment dans nos centres urbains aussi. C'est pas seulement à l'intérieur du pays. Bon, il y a la République de la Gombe qui est un peu différente du reste du pays, mais dès lors que vous quittez la Gombe, même la Gombe, dans certains coins, c'est aussi entre parenthèses, il suffirait qu'il y ait la pluie. Nous allons tous remarquer que c'est quasiment impraticable dans son ensemble. Donc tout cela démontre qu'on peut bel et bien construire toutes ces infrastructures, mais tant qu'on ne met pas l'humain au centre de choses, c'est clair et net qu'on ne fait que on ne fait que sortir de l'argent inutilement. Ça semble être un mécanisme de détournement à un certain niveau. Parce qu'ils vont justifier. Nous avons demandé à cette population, ils nous ont dit qu'il faut construire ça. Nous avons mis l'argent, mais au final, ça n'a pas produit des fruits, ce n'est pas nous, c'est vous. Mais c'est votre rôle, justement, de réfléchir de manière efficiente comment gérer, comment encadrer les sommes et les orienter sur des mécanismes ou des stratégies qui peuvent apporter des solutions rapidement, en rapport avec nos capacités. Parce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, un programme de 100 milliards, parce que jusqu'à preuve du contraire, on aura du mal à avoir ces sommes-là. Mais on doit faire de façon efficiente avec ce qu'on a. Donc, il nous convient de définir l'humain qu'on a besoin demain. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, je ne crois pas que vous êtes d'accord de la qualité de l'humain que nous avons. Nous avons de monstres pour moi. Nous n'avons pas des personnes civilisées de nos jours. Nous produisons en cascade dans nos écoles des barbares. Des personnes en réalité qui n'ont d'extraordinaire relatif au reste du pays que dans leur expression de français, mais souvent vide de contenu, parce que la langue est avant tout juste un moyen, juste un véhicule de la pensée humaine. C'est juste une codification de cette pensée transmise à l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils transmettent souvent? Rien. C'est le vide absolu dans leur transmission. Dans nos formations, quand vous allez dans nos écoles, tout ce dont nos enfants sortent avec de particulier, moi je constate que ce n'est que la langue, la maîtrise d'une langue exogène. Au-delà de ça, je ne vois pas les compétences pratiques et contextuelles que nos enfants sortent avec. Je ne vois pas le savoir-vivre. Je ne vois pas la connaissance de l'être auprès de ces enfants. Je ne vois pas une culture générale extraordinaire. À une certaine époque, peut-être, ça pourrait avoir de l'impact, mais de nos jours, avec cette facilité de l'Internet, qui nous donne l'impression de savoir les choses, on se rend compte qu'au final, nos enfants deviennent de plus en plus idiots et de plus en plus inconscients de la société, de plus en plus barbares. Il suffit de voir le phénomène Koulouna, qui essaie un peu de s'implémenter quasiment presque dans tout l'ensemble du pays, pour conclure, pour aller dans le sens de ce que je suis en train de dire. Donc, il nous convient de définir exactement l'humain de demain. C'est possible. Il y a des plans qui sont mis en place et il y a possibilité de faire de plaidoyer parce que seul, on ne peut pas. Ensemble, consciemment, on peut changer des choses. Il y a des initiatives privées qui sont mises en place. Il y a possibilité d'impulser ces initiatives dans ce sens-là. Donc, conscientiser les décideurs à aller dans le sens de mettre l'humain au centre. Mais pour que l'humain soit réellement au centre, on est censé penser sur le genre d'humain ou la logique de l'humain qu'on a besoin de demain. Donc cela impliquera à révolutionner notre manière de former nos enfants. Parmi ces éléments de révolution, c'est justement le cadre de ce symposium dont l'expert de l'EPST en la question des langues avait plus signifié que le gouvernement l'avait déjà pris en compte. Mais je suggère à ce qu'on aille au-delà. On aille au-delà parce qu'il ne suffirait pas d'utiliser nos langues pour que nos enfants deviennent demain créatifs, pour que nos enfants arrivent à vivre ensemble comme il se le doit, pour que nos enfants possèdent l'identité dont on a besoin pour l'avenir de demain. Donc il y a ça, il y a l'autre aspect, vulgariser aux décideurs, parce que ce n'est pas au niveau de la population. Nous, ce qu'on peut faire, ce n'est qu'impulser, ce n'est que faire ce plaidoyer. Signifier au gouvernement de vulgariser justement des réformes qu'ils prétendent devoir mettre en place. Hier, j'étais écœuré d'entendre auprès de l'expert de l'EPST que tout ce dont nous sommes en train de faire semble être déjà imaginé ou pensé ou déjà mis en application, en exécution dans des écoles pilotes, dont on ne sait pas où ça se situe, parce que dans le fait, même les inspecteurs de l'EPST
que je connais ou que j'ai eu à côtoyer ne sont même pas conscients de tout ce que j'ai entendu hier auprès de l'expert. Il a prétendu que la population n'est pas informée, mais par quel mécanisme vous voulez que la population soit informée si vous n'avez pas mis des outils, si vous n'avez pas mis des cadres où la population peut appréhender toutes ces connaissances. Sinon, en réalité, si la population savait tout ça, à quoi aurait pu servir ces symposiums? Parce que ces mêmes personnes ont pu participer, je pense, aux deuxième édition, au troisième, qui va justement dans la logique de faire ce plaidoyer, mais ils prétendent qu'ils avaient déjà mis en place des programmes similaires à ça, pendant qu'on ne sait pas tout ça. Donc si c'est vrai ce qu'ils ont dit, je pense, ils devraient vulgariser cela. Ils ont toute une chaîne de télé dédiée à l'éducation, à l'enseignement bien sûr, mais que fait ce programme de cette chaîne-là? Loin de travail pour lequel il est censé être... Parce que normalement, dans le cadre de ce symposium, on devait avoir le représentant des chaînes censées s'occuper de la question de l'éducation. Mais on a tellement tout politisé que des personnes qui n'ont pas compétence dans cette logique-là, quand ils viendront ici, ce sont des réalités congolaises. On vous parlera des réalités de coupage. C'est un terme qui semble être une néologie congolaise. Ces gens qui sont censés venir s'intéresser à des questions censées être gérées par leur domaine vont demander de l'argent justement pour diffuser ce genre d'informations. Mais c'est quoi la finalité de ces chaînes? On a cet outil-là, mais on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas à bon escient parce que les politiques ne sont pas mieux pensées et mieux appliquées. Donc il y a lieu que les PST vulgarisent justement ces prétendues réformes. Je dis prétendues parce que beaucoup ne sont pas informés. Même certains experts de ces TPST, ils ne sont pas informés du tout de tout ce que j'ai pu entendre hier, parce que plus d'une fois, j'ai eu à avoir des échanges dans ce sens-là, et je me suis rendu compte. Encadrer les initiatives privées allant dans le sens de la politique, l'enseignement, biplurilinguisme. Parce qu'en réalité, ils ont prétendu mettre en place ces politiques, mais ce que j'ai remarqué qui m'a écœuré hier, j'ai vu le représentant de l'Institut Nsene-Étienne qui racontait l'expérience qu'ils ont pu vivre. Le gouvernement prétend avoir mis en place des programmes similaires à titre pilote, mais à côté, il y a déjà des personnes qui expérimentent cela. Le gouvernement est censé s'associer avec ces gens-là pour comprendre un peu les méthodologies, les stratégies qu'ils réussissent à appliquer en vue d'améliorer ce qu'ils font ou justement pour diversifier les stratégies en vue d'atteindre les objectifs. Parce qu'au final, face à un problème, il n'existe pas nécessairement de solutions uniques. Il existe une pluralité de solutions parce que plus il y a des gens, plus il y a des cerveaux pensants, plus il y aura des propositions qui peuvent aller dans le sens d'apporter justement la résolution. Mais les propositions qui peuvent être retenues sont justement des propositions qui apportent des changements palpables. Donc quand il y a des gens qui appliquent déjà ce type de logique-là, après autant d'années, avec autant de résultats, je trouve insensé que les institutions ou les personnes incarnant les institutions de l'État ne puissent pas tenir en compte tous ces gens-là. Ils feront appel à des experts étrangers parce que, qu'on se le dise clairement, il y a une forme de complexe institutionnalisé qui semble être aussi dans nos couches sociales où on a tendance à imaginer que ce que les experts d'ailleurs proposent est censé être meilleur que ce que les experts locaux sont censés proposer, ignorant que les experts locaux maîtrisent les réalités du terrain et peuvent avoir une meilleure vision de choses, contrairement aux experts expatriés qui souvent n'ont jamais connu les vraies réalités endogènes. On aurait tendance à accepter ou à accueillir facilement un expert, je ne sais pas moi, d'une institution étrangère, mais on va ignorer les travaux des experts congolais, par exemple, qui sont en train de travailler sur la question de l'éducation basée sur nos langues, par exemple de l'Institut Nsene que j'ai entendu hier. Le monsieur a prétendu dire qu'il n'y a pas d'experts, il n'y a pas d'auteur, ça m'a choqué. Parce que l'Institut prétend concevoir des manuels scolaires dans le sens de l'apprentissage dans nos langues, pendant qu'eux, ils sont en train de faire ce travail, financé par le gouvernement à échelle de plusieurs millions de dollars, des privés en ont déjà fait. Combien ça leur coûterait de demander justement à collaborer avec ces gens qui ont déjà fait le travail dont ils ont besoin? Ça favoriserait justement l'avancée rapide dans la mise en place de ce type de programme. Donc, il n'y a pas en réalité, au niveau de nos institutions, de mécanismes devant favoriser
des initiatives privées allant dans le sens justement des politiques qu'ils prétendent mettre en place. Aujourd'hui, je viens d'entendre, même si j'étais concentré un peu à mon exposé, la structure Afritech, Africat, c'est justement parmi les initiatives encouragées. Parce qu'ils ont fait avec leur capacité, ils ne sont pas l'État pour pouvoir imaginer le plan dans sa globalité. À leur niveau, ils ont dû imaginer, ils maîtrisent par exemple mieux l'outil informatique dans le plan global qu'ils sont en train de faire. Parce que tel qu'ils sont en train de travailler à titre privé, ça aura un certain coût auprès de la population et ça aura du mal à avoir de l'impact dans sa globalité parce qu'ils doivent vivre. Ils doivent payer tous ceux qui sont en train dans la conception et dans la mise en place de ce programme. Parce que dans le monde dans lequel on se retrouve sans argent, le bon samaritain ne va rien faire. Le bon samaritain avait de moyens. Il n'avait pas l'idée en tête. Dans ce contexte du Congo actuel, l'idée simplement ne suffit pas. Il faut un minimum de moyens. Mais comment ils auront de moyens pour pouvoir perfectionner leur plan? Comment ils auront de moyens pour pouvoir faire en sorte que ce plan atteigne l'objectif au niveau de la population en masse si l'État ne soutient pas de tels types d'initiatives? Ils vont préférer signer un contrat avec des expats à plusieurs millions de dollars pendant qu'il y a des initiatives privées qui vont dans ce sens-là et qui ne vont même pas être calculées, surtout si c'est présenté par un Congolais ici. Donc tout ça, en réalité, c'est écœurant. Donc l'État, notre plaidoyer, parce que cette institution a la facilité d'atteindre ses décideurs. Donc cette institution peut porter la voix de tous, justement à pouvoir les conscientiser, à mettre en place des mécanismes d'encadrement, mais aussi d'encouragement de ces initiatives privées. Parce que sans encadrement, sans encouragement, la passion seule ne suffit pas. Il arrive des moments où on est censé être réaliste, on est censé vivre. Si eux, par exemple, qui mettent en place ces types de projets, n'ont pas de moyens pour prendre de fût-ce que le transport pour participer à ces symposiums, vous pensez qu'ils continueront dans ces schémas de ce type de programme? Je ne pense pas. J'ai entendu l'expérience de l'Institut Nséné. C'est une expérience que nous autres qui essayons dans cette logique éducative avons vécue. Il arrive des moments où on se remet en question, on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de faire ce type de travail pour l'intérêt de cette population qui, à mes yeux, sont inconscientes, non pas parce qu'ils sont naturellement inconscients, mais parce que la société les a rendus inconscients au travers des formations qui les ont perfectionnés dans cette logique d'inconscience. Donc il faut un grand travail d'impulsion dans ce sens-là, mais ceux qui ont cette passion de le faire ne reçoivent pas d'encouragement, ne sont pas encadrés, ne sont pas impulsés par nos institutions publiques. Donc du fait déjà qu'ils ont prétendu adopter la logique de l'enseignement dans nos langues vernaculaires ainsi que maternelles, ils sont censés encourager les initiatives privées qui vont justement dans ce sens-là, parce que sans ce type d'encouragement, leurs stratégies ont démontré à suffisance avec le temps que ça n'a toujours pas été meilleur, parce que sinon ce pays ne serait pas ce qu'il est au regard de toutes les sommes qu'on a pu mettre en place pour réussir à mettre en place certains projets de développement. Donc en sus, je dirais en deux mots, nous avons cette opportunité temporelle de jouer notre rôle. Le gouvernement prétendu évoluer dans le sens de notre logique ou de la logique de ce symposium, nous sommes censés les encourager à adopter des schémas qui doivent rendre leur programme plus efficient en vue d'atteindre les objectifs de développement tels qu'ils l'ont prétendu. Donc à notre niveau, ce qu'on peut faire, ce sont ces types de propositions et ce type de plaidoyerie qu'on est censé suggérer, et à leur niveau de prendre conscience qu'ils ne seront pas définitivement là à tout moment. Le pouvoir, on occupe un temps et puis on est appelé à laisser. J'ai vu beaucoup de ministres passer au niveau de l'EPST et certains se demandent, après le pouvoir, ce qu'ils auraient pu mieux faire. Mais quand ils sont là, ce sont des demi-dieux inatteignables parce que ceux qui ont eu à démarcher auprès de ces gens, surtout les locaux, savent exactement combien c'est pénible pour pouvoir ne fût-ce que voir ces gens-là. Ils sont relativement invisibles, avec des équipes pléthoriques et souvent incompétentes, qui vont vous faire marcher pour finalement ne pas vous aider à atteindre les objectifs. Et au final, dès lors qu'ils ne seront plus là, c'est là qu'ils prennent conscience du chaos qu'ils ont eu à mettre en place inconsciemment. Parce que je ne suis même pas sûr qu'ils sont conscients des choses qu'ils font.
ils font partie d'un système qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Donc pour que cela change, il faut mettre en place des cadres administratifs allant dans ce sens-là, qui ne doit pas être assez bureaucratique. Parce qu'on a cette logique, quand je dis on, les pays à obédience dite francophone, on a cette logique à rendre l'administration assez complexe. Ce n'est pas assez fluide, les choses ne se passent pas facilement comme dans certains pays dits anglophones, d'Afrique par exemple, où vous écrivez par exemple une note ou une lettre, vous avez minimum une réponse. Ici, vous pouvez écrire des tonnes, on dirait que ces papiers sont donnés aux mamans qui vendent des beignets, et au final, vous n'aurez jamais de réponse digne d'un humain. Donc, prenons conscience de notre capacité, prenons conscience du rôle qu'on est censé jouer, parce que chaque génération a ses propres pyramides à construire, comme le disait le professeur Joseph Kizerbo. Je pense que nous avons cette mission, nous avons cette passion, faisons en sorte d'impulser nos dirigeants à prendre en compte cet aspect humain dans la mise en place de programmes censés développer la population, qui sont censés diriger. Donc je dis et je vous remercie. Critique, cette invention n'allait pas être faite. Avant cela, il y a quelqu'un qui avait pensé que non, au lieu de pousser avec ma force physique, ça dépense trop d'énergie, je pourrais utiliser la force de bétail. C'est ainsi que les charrues ont pu être mises en place. Il y a une autre personne qui a critiqué sa pensée, qui s'est dit que cette roue-là, si je l'associe avec une autre logique censée impulser le mouvement rotatif, je pourrais avancer mieux. Si quelqu'un n'avait pas critiqué, en imaginant qu'à la place d'utiliser la force d'un animal, je pourrais prendre le moteur à réaction inventé par Newton et le placer à l'intérieur, on n'aurait pas de véhicules motorisés. Et si quelqu'un d'autre n'avait pas critiqué le progrès de celle qui a fait le moteur à l'intérieur en se disant, bon là on n'est pas assez sécurisé, on pourrait mettre un truc pour nous protéger, la carrosserie, et mettre des miroirs, parce que dès lors qu'on roule sur une route, si je dois faire des mouvements, je ne me rends pas compte de ce que le voisin est censé faire. C'est ainsi que nous avons les technologies que nous apprécions aujourd'hui. Donc sans critique, en tout cas on ne va pas évoluer. Tant qu'on prendra les critiques, les remises en question, des choses qu'on vit à l'instant comme étant des insultes et qu'on sort, on ne doit pas s'attendre à une société meilleure que ce qu'on a. Ça va dans les deux sens. Oui. Ça va dans les deux sens. Non. Donc accepter aussi la critique. Non, moi je n'ai pas refusé. Mais moi je n'ai pas refusé non plus. Parce que, excusez, pardon. Simplement que vos informations, certaines de vos informations sont erronées. Telles que? Parce que le 10 millions, j'ai précisé que ça ne vient pas de moi. C'est dans une première phase. Vous avez dit le PDL avec 10 millions. Vous êtes d'accord avec moi que 10 millions par territoire? Et vous devez préciser que c'est dans une première phase. Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est important. Enfin bon, non, je ne le prends pas mal. Moi, j'ai besoin de vous écouter. Et puis, quand vous dites que je réponds pendant que ces experts ne sont pas là, ce n'est pas moi qui ai organisé l'événement. Ils étaient censés participer justement à ces symposiums jusqu'à la fin, à l'idée, ensemble, qu'on puisse imaginer comment améliorer ce qui est là. Ce n'est pas moi qui les ai dit de ne pas venir. Parce que le même discours, je le dis devant vous, c'est le même discours que je tiendrai devant eux, justement parce que je crois que c'est dans ces échanges d'idées qu'on arrive à trouver les meilleures options pour pouvoir améliorer les stratégies qu'on a déjà mises en place. Personne n'a la science infuse. Sinon, s'il y avait la science infuse, ça serait. Ils ont imaginé avec les experts qui ont pu mettre en place, tout comme les autres projets qui ont précédé, ont été pensés par des experts. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans les faits? Ce n'est pas moi qui ai conclu que la plupart des projets de développement ont pu échouer, ce n'est pas moi, c'est d'autres experts, madame. Donc en disant ce que je suis en train de dire, nous devions, pour moi, développer la culture d'accepter les critiques. Les critiques font évoluer la société. Si on ne vous critique pas et qu'on vous encense dans tout ce que vous faites, en tout cas, il n'y aura pas évolution, les choses vont rester statiques. Les choses évoluent justement parce qu'il y a eu des gens qui ont remis en question les pensées anciennes. Il y a eu Newton, par exemple, qui a pensé une pensée. Il y a eu Einstein qui a remis en question cela, objectivement, et a démontré que sa pensée avait des limites. Et il y a eu un Niels Bohr qui est venu remettre en question la pensée d'Albert Einstein sur sa relativité pour démontrer à suffisance que sa pensée se limite quelque part.
Les critiques, il faut bien le prendre. Ce qui me fait mal dans notre pays, les critiques sont mal perçues. Vous avez le micro, ça va. Sur lesquels j'ai dit oui. Et il y a d'autres choses où j'ai dit oh, ça va un peu loin, donc je comprends un peu pour ces points-là la réaction de Julie. De l'autre côté, je voulais un peu redéfinir des concepts. Vous parlez de construire l'humain de demain. Moi, je suis job facilitatrice et business facilitatrice. J'ai été formée aux techniques de coaching et on parle du développement personnel. Au-delà de ça, du fait que je suis aussi formatrice et que j'ai eu l'occasion d'évoluer avec des gens qui ont une expertise dans l'encadrement des enfants, moi-même ayant un enfant qui à un certain moment a présenté des difficultés dans son enfance et adolescence, j'ai dû entendre, ça m'a remis en question sur le développement personnel parce que je me trouvais avec un enfant qui ne réagissait pas selon ce que moi je pensais qu'un enfant devait réagir. En mettant aussi en avant le fait que d'abord j'ai été quand même éduquée même si je suis née en Europe et que j'ai beaucoup évolué. Et donc c'est ce que j'ai essayé de transmettre aussi à l'enfant. Mais de l'autre côté, bon, ben, voilà, il y avait une attente d'un certain type d'être humain dans mon enfant. Et donc, voilà. Et je développe le concept de être le leader de l'instant. Et vous êtes dans l'humain de demain. On ne peut pas attendre demain. Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. C'est qu'on ne peut pas attendre demain. Et chacun, à son niveau, peut développer l'humain de maintenant. Donc les techniques de coaching et de self-development, c'est ça qui est super, c'est qu'on peut avoir un aide. Au-delà de ça, ce que vous aviez dit, par rapport à ces cas, on en a parlé plusieurs fois, d'écoles qui ont fait les expertises. Les écoles qui ont fait des expertises dans ce domaine et qui ne sont pas reconnues. Le conseil en tant que business facilitatrice que je donnerais, et bon, j'ai eu à accompagner, j'étais, si on peut dire, l'assistante de développement, quelque chose comme ça, de ENA RDC. Donc quand ENA France a voulu réinstaller ENA RDC, c'est moi qui, quelque part, bouquais les vols des experts. Je restais avec les experts, je participais. C'était notre vécu. C'est ce qu'on a vécu. Donc je ressens ce que vous voulez expliquer, mais juste essayons d'expliquer autrement, sinon on ne va pas y arriver et on va tous se retrouver mal. On a besoin de gens comme vous qui savez prendre ces points importants, mais avec la psychologie que ces gens n'ont peut-être pas. Mais on doit les amener à voir ça parce qu'on n'a pas le choix. Nos enfants, on vivra là-dedans. On n'a pas le choix. Quand vous dites la notion du temps, le présent devient le passé à la seconde où nous y pensons. Quand je parle de demain, je ne vois pas dans 10 ans. Parce que les réalités du Congo font que tout est urgent. On ne peut pas réfléchir sur tout ce que je viens de dire, justement ce que je suis en train de porter comme... Ce qu'elle sait, c'est que l'importance des langues peut apporter un plus dans l'éducation des enfants que nous sommes, des petits-enfants qu'elle a. Maintenant, quand je viens ici, c'est pour recevoir quelque chose. Je ne voudrais pas que si ma mère est ici, qu'elle reste avec... Ils ont dit non, qu'elle prenne quelque chose. Et j'aimerais qu'en sortant d'ici, on puisse en tirer quelque chose. Ça, c'est déjà une petite, grande parenthèse que j'ouvre, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais, s'il vous plaît, nous sommes tous, à mon sens, des acteurs de terrain. Des acteurs de terrain, que ce soit dans nos familles, comme vous avez dit, vous êtes parents, dans nos structures, pour ceux qui en ont, ou dans nos établissements. Si je représente une institution, je serais frustré qu'on touche d'une manière ou d'une autre. Si je suis le citoyen d'un village, ou même de Kinshasa, je serais frustré aussi d'entendre « on a mis autant ». Mettons-nous à la place de tout le monde. Tout le monde n'a pas à portée de main la possibilité d'être ailleurs. Je ne pense pas que monsieur a dit tout à l'heure que nos enfants sont des monstres.
Mais ce que nous offrons à nos enfants va créer des monstres. Les Kuluna que nous avons ne sont pas nés Kuluna. C'est la société qui les rend monstres. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Je suis une personne aussi du terrain. Et ce qu'on voit sur le terrain tous les jours, c'est éprouvant. Vous-même, madame, vous confirmez en disant une personne qui peut-être avec plus d'affection, plus d'amour, plus de tact. Mais moi qui suis parent, moi qui suis encadrant, pour te donner encore l'affection à toi, mon enfant, pendant que je suis dépassé par tout ce qui est autour de moi, à un moment donné, je suis démissionnaire. Pas parce que j'aime pas mon enfant, mais parce que tous les moyens me sont retirés à cause de la société. Et comme on le dit, s'il n'y a pas de critique, on ne va pas avancer. Les critiques ne vont pas dans un seul sens. Et ce serait bien pour le futur, pour des événements de demain, qu'effectivement, lors de nos invitations, que nous puissions tenir compte que chaque intervenant ne vienne pas juste dire et partir, mais qu'on reste jusqu'à la fin pour que chacun soit là pour répondre, pas comme un jugement, mais pour une construction. Pas comme dire, ce que vous dites c'est du n'importe quoi, mais pour qu'ils puissent nous donner aussi une réponse. Parce que j'ai posé les mêmes questions. Je me pose des questions. Là, je ne me mets pas comme membre de tel. Il vivra au jour le jour. Malheureusement, cette conscience de vivre au jour le jour, c'est ce qui fait que dans notre construction de cette société, on mange aujourd'hui, on fait aujourd'hui, on prend des actions aujourd'hui, parce qu'on ne pense pas à demain. Et effectivement, ici, on devrait aussi préparer demain. Donc, ce n'est pas lointain. Je dis des fois à mes élèves, dans le futur, et que tous ils me regardent, madame, dans le futur, je dis le futur, c'est déjà tout à l'heure. Mais comment il va préparer tout à l'heure, quand aujourd'hui déjà, ça ne va pas? Donc, on n'est pas là pour un débat, je ne pense pas. On est en train de chuter, mais on a besoin de tout entendre. Il y a eu différentes interventions, et on nous a appris, pour nous tous ici, que les absents ont toujours tort, malheureusement. S'ils ne sont pas là pour répondre, ça reste un vide, ça reste des frustrations. Mais j'ai entendu aussi hier, moi personnellement, je n'ai pas lu le programme. Je ne le connaissais pas. J'entends parler de temps en temps, mais on a demandé que ça puisse être vulgarisé. Vous, peut-être que vous connaissez. Madame, que je connais très bien, oui, elle travaille aussi dedans, mais est-ce que vous vous mettez à la place du citoyen, du Congo, de Kinshasa, du village, qui ne connaît pas, qui n'est pas dans cette réalité, mais qui vit tous les jours? Je pense que tous nos apports doivent servir à toutes les couches. Ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ceux qui connaissent les efforts des uns et des autres, mais même ceux qui ne connaissent rien, mais juste en tant que citoyens congolais, ont besoin de comprendre. Ici, on n'est pas dans un symposium sur la sociologie ou tout ce qu'on veut, on parle des langues maternelles, n'est-ce pas? Et l'importance de ces langues, c'est au travers de l'éducation. Et c'est bien que même toutes nos initiatives, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, si eux-mêmes, qui sont à la base des décisions, des politiques, ne sont pas là, on aura des difficultés. Mais s'ils ne sont pas là, on ne peut pas condamner de la société, j'en sais rien. Donc, prendre le copier-coller, c'est peut-être dangereux, mais on va utiliser tout ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, je peux me permettre de critiquer, pourvu que ça aille dans le sens de l'avancement. Donc, j'aimerais juste qu'on reste focus sur le pourquoi on est venu. Et je pense que la demande de l'organisation, en faisant venir tous les gens de différentes orientations, c'est que amenez-moi tout comme les papiers. Dites-moi tout ce que vous pensez, toutes vos propositions, et ensemble on va le mettre et on va prendre. Ceux qui auront plus de diplomatie que monsieur, oui, eh ben, vous pourrez dire ça. Et je crois que c'est déjà le rôle de Yes Africa. Si elle a réussi à nous réunir tous, c'est qu'elle en aura les moyens de retraduire la pensée de monsieur, de retraduire l'intervention de madame et de chacun d'entre nous. Je ne pense pas qu'elle a choisi ses intervenants dans le vide. C'est en connaissance de cause, mais on doit tout entendre, parce que tout le monde n'est pas proche du programme. Tout le monde ne bénéficie pas d'une manière ou d'une autre du programme. Moi, je ne connais rien du programme. Et je n'ai pas la connaissance de cette réalité. Mais c'est à destination de qui? En tant que, je termine là, je suis désolé, ça fait un peu long, je réalise et j'écris des projets. Je parais littéraire, je parais verbal, mais je suis quelqu'un du terrain.
Mais dans le littéraire, on nous demande, est-ce que vous avez contacté la population? Est-ce que c'est un besoin de la société locale, de la communauté locale? Oui, c'est bien beau d'écrire. On a réalisé aussi des écoles où on pensait que c'est mieux en termes de développement. Et une fois la réalisation faite, les premiers bénéficiaires initiaux, ils ne sont pas là. Pour la simple bonne raison, ils ont voulu avoir comme les autres le développement. Mais leur besoin prioritaire, c'était pas ça. C'était d'abord gérer leur ventre. Après, nous, on part. Nous, on a écrit, on a reçu. Et quand on va venir me dire, ce que tu as fait, c'est bien beau. Tu as construit l'école, elle est waouh, elle est merveilleuse, elle est bien. Mais maintenant, l'argent que tu as mis dedans, peut-être c'était pas le moment de construire cette école. Mais c'était le moment peut-être de prendre le temps de sensibiliser cette même population et avec ses moyens de les répartir autrement. Bref, je termine là pour juste dire que je voudrais que nous puissions contribuer à Yes Africa, à cette impulsion qu'elle essaye de communiquer. C'est pas son initiative propre, mais c'est elle qui est venue avec ça ici, qui nous a tous réunis, et on a besoin de tout. Ne soyons pas frustrés quand on assistons du début jusqu'à la fin. Et moi, je me permets, parce que je ne veux pas qu'on reste sur cette note, mais en général, des fois, je ne pose même pas des questions quand j'arrive au milieu. Parce qu'on risque d'avoir dit quelque chose que j'étais pas là. J'ai entendu, j'ai compris. Mais attention, entre ce que tu comprends, entre ce que l'autre a dit, entre ce que l'autre a voulu dire, il y a beaucoup de réalité. Merci beaucoup.